Ginette Kolinka, bonjour. Bonjour. Vous êtes parmi les toutes dernières personnes à pouvoir témoigner Oui, d'Auschwitz. oui. C'est exact. Mais ça veut dire que c'est exact et puis c'est triste quand même parce que ça veut dire que j'ai un âge certain. 100 ans. 100 ans, c'est rien. C'est un siècle. Un siècle. Vous vous rendez compte? Vous Et, avez, vous et avez, eu, quel siècle? vous avez eu 100 ans en février. Ah oui, j'ai 100 ans et les poussières. Comment c'était? Super. Alors là, une surprise tellement agréable, je ne m'y attendais pas du tout. La famille était plus qu'au complet parce que on se connaît entre cousins, et les cousins se marient, ont des enfants, et les enfants ont des enfants. Ça fait qu'il y avait beaucoup de personnes que je connaissais même pas, et qui se connaissaient pas non plus d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai que pour la première fois depuis très longtemps, vous avez pleuré? Exact. J'ai pas pleuré, mais une larme est venue quand même au coin de l'œil. Et ça s'est arrêté là. Mais c'est déjà pas mal. Depuis 80 ans, une larme, elle était belle. J'aurais dû la recueillir. C'est la première fois depuis la libération d'Auschwitz que vous pleuriez. Je ne sais plus pleurer. Et je ne sais plus pleurer parce que je ne sais plus m'apitoyer. C'est pas très joli à dire, mais je crois que mes sentiments sont restés là-bas. Je sais que les élèves dans les classes vous demandent toujours mais comment vous avez survécu et vous dites la chance. Ben oui, mais oui, je ne peux pas accepter ce qu'on me met sur la tête. Courage, volonté, mais quelqu'un qui n'est plus rien, où est-ce qu'il va chercher le courage et où est-ce qu'il va chercher la volonté? Non, 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 c'est joli de dire que j'étais courageuse. Les résistants étaient courageux, les résistants pouvaient avoir de la volonté, mais j'ai été arrêtée parce que j'étais juive et que j'ai rien fait d'extraordinaire. L'arrestation, racontez-nous cet enchaînement de chance et de malchance, bien sûr, mais l'arrestation, d'abord la dénonciation. On a dénoncé votre famille. Je suis à Avignon et on travaille sur les remparts d'Avignon parce que le maire d'Avignon nous a procuré une place et je vais déjeuner alors que normalement j'aurais pas dû aller déjeuner parce que je me sentais un peu grosse et que je voulais maigrir. Donc je vais quand même déjeuner et quand j'arrive à la maison, la Gestapo est là. Est-ce que c'est mon père qui m'a parlé? On a été dénoncé, on va aller à Marseille, à la prison des Baumettes, et c'était pas dans des cellules, hein, dans les grandes salles. Et puis de là, 10 jours après, ou un peu plus, un peu moins, je ne me souviens pas non plus, on va être embarqué à Drancy. Tous les juifs français qui étaient arrêtés en France passaient par Drancy. Les étrangers passaient par Baume-la-Rolande ou Pithiviers. Vous êtes une grande famille, vous avez 5 sœurs, c'est Oui. ça? Donc il y a 5 sœurs, votre petit frère qui est avec vous, Mhm. et vous êtes la petite dernière des sœurs. Hein. Oui. Et ça compte beaucoup, parce que vous dites, j'étais pas très débrouille, vous Et étiez bien la voilà, petite... exactement. ouais. Quand l'aînée, une jeune fille de 14 ans, qui est l'aînée d'une famille, mais c'est une petite mère Ouais. pour les plus jeunes. Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai 14 ans, mais je suis bébête. Moi, je sais rien faire du tout. Je sais que suivre mes sœurs. Tiens, on fait ci, tiens, on fait ça. Et puis, eh ben, je suis, parce que peut-être aussi mon caractère fait que je me casse pas la tête. Alors, puisqu'il y a des gens qui commandent pour moi, autant le faire. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Bon, maintenant, vous avez un fort caractère. Euh, Oui. J'en sais rien. Je m'analyse pas. Hein. Quand vous partez, la déportation de Drancy, le trajet dure quoi? 3 jours? Quand on était à Drancy et que c'était le moment du départ, il y avait les autobus qui étaient derrière la porte. Moi, je suis contente parce que
je me suis mis avec ma famille, naturellement, et puis le groupe d'amis que je m'étais fait à Drancy. Donc, je pense que, puisque on est dans le même autobus, eh ben, on va arriver ensemble sur le lieu de travail. Après, il y a le convoi, il y a le train. Il y a le train, c'est pas un train pour nous, ça. Ce train, c'est un train de marchandises, ou bien pour mettre des animaux. Oui, pour les bestiaux, pour les marchandises. Voilà, et je ne suis pas de la marchandise, je ne suis pas un animal. Ben, le train va partir, et puis il va y avoir un train voyageur qui va arriver. Eh bien, pas du tout. Ce train ne va pas partir, et on va nous pousser. Il faut monter dans les wagons. Le trajet dure combien de temps? 3 jours? Quelque chose comme ça? On dit 3 jours, 3 nuits. J'avoue franchement, je ne me rappelle plus du tout comment j'ai passé ce temps. Et puis les portes vont être verrouillées. Et là maintenant, nous, on est dans une semi-obscurité. On a un wagon. Dans les wagons, il y a 2 fenêtres, une de chaque extrémité. Eh bien, nous, ces fenêtres, il y a des espèces de volets qui les ferment. Et les volets sont juste entrouverts à leur base. Donc, on a très peu de clarté, mais les planches du wagon ne sont pas très soudées. Il y a un petit peu de clarté aussi. Et puis, il y a de l'air qui est comme ça. Hein. Et puis, on va essayer de s'installer. Au départ, on se demandait comment qu'on allait faire. On a réussi à être tous assis, alors qu'il y a des camarades qui disent que une partie était debout, l'autre partie... Non, nous, on est tous assis. Mais quand on était assis, je me disais, il ne va pas falloir avoir un besoin d'aller aux toilettes. Parce que comment qu'on va faire pour éviter de marcher sur les pieds des gens qui sont là? En fin de compte, il n'y a pas eu à chercher les toilettes. Quand on est arrivé, il y avait un espèce de seau dans le wagon. Ça gêne. Il a été mis dans un coin. Et puis... La nature est là. À un moment donné, il n'y a aucune porte dans le wagon, à part la porte d'entrée. Ça veut dire que des petits coins, il n'y en a pas. Et on s'est souvenu qu'il y avait cette espèce de seau qui était là. Quand vous arrivez au camp, Auschwitz, ou Auschwitzim en polonais, on va descendre des wagons, on va entendre des hurlements, des commandement. Je ne connais pas un mot d'allemand, mais il y a quelqu'un qui était monté dans le wagon et qui nous a poussé schnell, ça veut dire vite, il faut descendre. Alors, on descend, et quand je suis assise sur le sol du wagon, prête à sauter sur le quai, il y a des hurlements, des commandements en allemand, et je demande à côté de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Et on me traduit, vous n'êtes pas dans le camp. Vous êtes en dehors du camp, là. Il va falloir marcher. Alors, on a prévu pour les personnes qui étaient malades, les personnes qui n'aiment pas marcher, les personnes qui sont fatiguées, il y a des camions à votre disposition. Ah ben, j'entends ça. Papa, Gilbert, prenez le camion. On se reverra tout à l'heure. Vous ne serez pas fatigué. Eh bien, papa Gilbert m'ont écouté. Moi, je voulais leur faire un petit bisou, mais je ne l'ai pas fait. Je ne les ai jamais revus. Une fois qu'on est séparés, les 2 groupes, eh bien, de nouveau, il va falloir se mettre 5 par 5. Et 5 par 5, on passait devant une rangée d'officiers qui ont, je ne sais pas moi, une seconde ou une minute, vous regardaient et d'un geste, toi tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. Est-ce que j'étais à gauche? Est-ce que j'étais à droite? Je ne m'en souviens plus. Mais petit à petit, eh bien, le groupe où j'étais s'est formé et c'était des gens de mon allure, costauds. Qui pouvaient travailler. En bonne santé. Il y en avait des plus jeunes, il y en avait des plus vieilles, mais capables de travailler. Et les critères, moins de 15 ans, tu ne peux pas travailler comme il veut, et plus de 45 ans, tu ne peux pas travailler comme il veut. Donc voilà, moins de 15 ans,
chambre à gaz. Plus de 45 ans, chambre à gaz. Vous savez, quand je vais dans les écoles, les troisièmes, c'est là qu'en principe, je vais témoigner. Eh bien, quel âge elles ont 14, 15 ans. Et quand je dis que ceux qui ont moins de 15 ans se lèvent, encore il y a 2-3 jours, et vous voyez toute une classe qui se lève avec des jeunes en pleine forme. Et moi, encore maintenant, ça me fait un choc. Ces gens en bonne santé, on les a assassinés. Et tout ça parce qu'on est juif. Alors ça, je peux vous dire que cette culture de haine, je veux tellement qu'on supprime cette fonction que tout partout, et jusqu'à la fin de mes jours, je dirais attention. Aimer, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas possible. Mais accepter. Et Ginette Kolinka, quand vous arrivez là, vient l'heure du tatouage. Hein. À Birkenau, on arrive, on est en rang, on est comme ils veulent, parce qu'un rang, c'est pas n'importe comment. Et maintenant, les ordres arrivent, déshabillez-vous. Et c'est pas juste enlever le manteau, c'est pas juste enlever le pull vert, c'est pas juste enlever la robe. Non, déshabillez-vous, c'est nudité totale. Et racontez ce choc. Vous êtes dans le même convoi que Simone Veil, d'ailleurs. Oui. Et elle raconte aussi ça, c'est-à-dire pour une jeune fille, à ce moment-là... C'est affreux. Moi, j'ai pas vu d'hommes. Peut-être qu'il y avait des soldats, je les ai pas vus. Donc, si j'ai honte, c'est parce que je suis nue devant des femmes que je ne connais pas. Et j'ai 2 mains, on cache le sein, on cache le sexe, les yeux fixés sur les doigts de pied, et de temps en temps, on ouvre des paupières. C'est fou de découvrir la nudité comme ça. Pour moi, le tatouage, c'est rien. J'ai la nudité. C'est la nudité qui m'a frappée en arrivant. Mais je m'en fous du tatouage. On me demande, est-ce que ça vous a fait mal ? Est-ce que... Mais moi, le tatouage, je m'en fous complètement. Vous mais dites je suis nue. Vous dites même cette chose incroyable, vous dites, j'ai eu un beau tatouage. Montrez votre tatouage, Oui. parce que vous dites, oui. il était... Moi, j'ai un beau tatouage. Ça Non, paraît... mais c'est vrai. Et, écoutez, si vous avez quelqu'un qui serait déporté à côté de moi, et peut-être que si elle est tombée sur la même tatoueuse, on a le même numéro, qui est très beau. Pourquoi qu'il est beau ? Parce que tous les chiffres sont de la même couleur, de la même grandeur, du même écartement. Alors que ce n'est pas le cas pour toutes les copines. Je me rappelle vous raconter que vous alliez après la guerre dans les... Comment dit-on ? À la plage, et vous mettiez un sparadrap sur le numéro. Je cachais. J'ai pendant des... Alors, quand j'ai appris que la guerre était finie, mon numéro, ça a été la toute première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai même pas dit « je suis contente, la guerre est finie » et tout. Mon numéro. Parce que je ne voulais plus avoir aucun signe qui me rappelait que j'avais vécu une période comme ça. À l'époque, vous ne vouliez pas en parler ? J'en ai pas parlé pendant très longtemps. Comment voulez-vous que je parle de quelque chose ? Je suis toute seule à être rentrée. Et à part mon père, à part mon petit frère, les seuls, je sais comment ils sont morts. Les autres, je ne sais pas. Vous racontez la déshumanisation de manière... J'ai souvent interviewé des survivants de camps, et vous êtes la personne qui dit les choses de la façon la plus dure. Par exemple, le fait que partager de la nourriture était en fait très rare, presque impossible. Ouais. Vous ne l'avez jamais vu ? Alors peut-être le premier jour, peut-être le deuxième jour, la mère qui était avec sa fille a peut-être partagé mère, fille, mère. Je peux vous garantir qu'après, elle ne l'a certainement plus fait. Je ne sais pas.
mais parce que j'étais avec une amie qui était avec sa mère. Déjà, c'est terrible d'être avec quelqu'un de sa famille. On a toujours peur d'être séparés. Et puis, à part ça, mais ça, je crois que même au bout de quelques jours, on n'est tellement plus des êtres humains que voir qu'on bat sa mère, voir qu'on bat sa fille, on n'essaye même pas de la défendre. J'ai toujours été heureuse d'être toute seule parce que pour ces personnes-là, au début, après, je vous le dis, après, on n'est plus des êtres humains. Qu'est-ce qu'on vous donnait à manger? Vous savez, quand vous mangez tous les jours du caviar et de la langouste, à un moment donné, vous en avez marre. Alors, quand je raconte ça, les gamins, ils prennent ça. Alors, le matin, on avait une quantité, je ne dis pas même pas un verre, parce qu'on nous servait dans des boîtes de conserve. Et les boîtes de conserve, à l'époque, elles n'étaient pas comme maintenant. Donc, c'était rouillé. La première chose qu'on veut tous avoir, c'est une écuelle personnelle. Alors, selon les travaux que l'on peut avoir dans le camp, vous avez quelque chose, vous pouvez faire du troc. Mais personnellement, moi, j'ai rien. J'ai fait des travaux de terrassement. Je ne peux pas emmener des pierres, ça n'intéresse personne, ni de la terre. Eh bien, je me suis privée de nourriture pour avoir une écuelle à moi toute seule. Cuillère, j'en ai jamais eu. L'obsession de la faim, vous racontez des scènes, par exemple, quand il y a une morte à côté de vous, parce qu'il y avait beaucoup qui mouraient. Oui, mais ça, c'était le retour. Et vous la gardez un peu à côté de vous parce que vous dites, on va me donner sa ration. Pour moi, la nourriture, c'est devenu... Il y avait que ça qui comptait. Les coups que je recevais, le travail que je faisais, ça m'était absolument égal. C'était la nourriture qui m'intéressait. Comment se passaient les sélections? La première sélection, on arrive. Et là, vous avez tout de suite les personnes âgées et les jeunes qui vont au travail. Mais on n'est pas sauvés, parce qu'on a été choisis pour aller au travail. Parce que quand vous avez travaillé, déjà, vous commencez déjà à maigrir, parce que la nourriture est très faible et le travail dur. Et quand, par exemple, il y a 10 jours après votre arrivée, ou 15 jours après, on annonce un arrivage, eh bien, cet arrivage, où est-ce qu'ils vont les mettre? Alors que ce sont des personnes en pleine forme qui arrivent, puisqu'il y a eu la première sélection. Eh bien, ils ne peuvent pas construire des baraques. Eh bien, on va éliminer les personnes qui ont maigri. Et alors, ça veut dire chaque jour, vous pouvez être sélectionné. Chaque jour, il y a un SS qui vient pour choisir. Tout le temps, sur nos têtes, à Birkenau, il y avait la mort qui l'appelait. Et du coup, eh bien, quand on avait devant nous quelqu'un, on voyait, c'était la sélection, on s'était déshabillé, elle était nue, on était nus. Quand on voyait quelqu'un devant nous qui était devenu squelettique, la pauvre, on savait que c'était la chambre à gaz. Combien vous pesez quand vous rentrez? 26 kilos. Vous savez ce que c'est, 26 kilos? Vous faites ça. Hein? Eh bien, c'est la grandeur de votre bras jusqu'à l'épaule. La seule chose qui est grosse, ça sera le coude. Et les jambes, pareil. La seule chose qui est grosse, c'est les genoux. Avec le recul, j'ai eu vraiment très peur quand je me suis vue dans la glace. Vous ne taisez rien de ce qui se passait au camp. Par exemple, le fait qu'il y avait l'abus sexuel. Vous racontez une scène incroyable où il y a une capo, les chefs, qui était très dure et très inhumaine, qui vous dit « Est-ce que tu veux un amant ?» Je rentre dans la baraque et il y a la Blokova. C'est celle qui s'occupe la chef de bloc de la baraque, qui me propose, avec des gestes, que si je veux accepter, alors on appelle ça un corona. C'était un homme. Qu'est-ce que pouvait faire un homme avec... c'était quand même pas des... Mais enfin, c'était peut-être qu'il y avait quand même un peu plus de nourriture, puisque déjà il avait acheté la Blokova
pour se placer. En attendant, naturellement, j'étais outré. Et puis, jamais j'aurais accepté. Mais c'est vrai que ça a existé. La brutalité des Blokova, des chefs de bloc, Alors, qui frappent sans arrêt. les Blokova n'étaient pas tellement brutales, mais par contre, elles étaient très, très sévères. Il fallait les... Mais non, celles qui nous ont fait, je parle pour moi, qui m'ont fait souffrir, les capots. Les capots, ces femmes, je ne sais pas où est-ce qu'on a été les chercher. Elles avaient aucune pitié pour personne. Tant qu'elles n'avaient pas tapé, si elles avaient une victime, elles étaient là sur la victime à la ensanglanter, et elles continuent à frapper. C'était des femmes immondes. Je ne sais pas d'où... Je sais pas. Je ne sais pas d'où ils sortaient. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles n'avaient aucune pitié, ces femmes-là. Est-ce qu'à Birkenau, vous avez pleuré? Vous racontez qu'après, vous n'avez plus jamais pleuré, sauf à vos 100 ans. À Birkenau, elles auraient été trop contentes qu'on pleure. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer à Birkenau. Même quelqu'un qui était battu sous les pieds de la capot. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui pleurait à Birkenau. Elles auraient été trop contentes. On leur aurait fait trop plaisir. Il y avait peu de suicides, étonnamment. On disait, il faut aller à la barrière et prendre la barrière électrique. Oui, on pouvait se tuer. Il y avait comment on dit en anglais, no man's land. Oui, no man's land. Il y avait 1,50 m entre les barbelés et on n'avait pas le droit de s'approcher. Donc, dès que vous vous approchiez un petit peu trop de cette bande, vous aviez sur les miradors, les SS qui étaient là, qui vous prévenaient « halte ». Celles qui voulaient se suicider, elles ne s'occupaient pas de « halte ». Elles fonçaient, mais elles le voulaient. Alors, mourir électrocuté ou mourir avec une rafale de balles, elles s'en foutaient. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui se suicidait comme ça. Et vous n'avez jamais eu la tentation? Ah non. Moi, j'ai jamais voulu mourir. Moi, je savais ni mourir, ni vivre. Je pensais pas. Ginette Kolenka, malgré tout ça, est-ce qu'il y avait des moments d'humanité au camp? Alors, je ne peux pas du tout répondre à cette question, parce que ça, c'est très, très personnel. Moi-même, je n'ai jamais aidé qui que ce soit. Et à part Simone, qui m'a donné cette robe, c'est quand même quelque chose de gentil. Je n'ai jamais eu de cadeau de qui que ce soit. Simone Veil, elle vous donne sa robe. Veil, oui. Ouais. Alors, elle m'a donné cette robe qu'elle avait reçue de la capot. Et moi, cette robe, ça m'a fait comme un bol de vitamines. J'étais mal habillée. J'avais envoyé papa et Gilbert à la mort. Sans le savoir. Mon neveu Jojo n'avait que 14 ans. Donc, pour moi, il était parti aussi. Et donc, mauvais moral. Si j'étais restée avec ce mauvais moral, peut-être que je n'aurais pas résisté à tout ce que j'ai résisté. Mais cette robe, ça m'a donné un coup de vitamine. Je me suis sentie plus belle qu'avec ce qu'on m'avait donné. Et j'ai toujours dit à Simone, tu m'as sauvé la vie avec ta robe. Elle ne se rappelait même pas. Comment étaient les nuits à Birkenau? Vous avez parlé des jours, les nuits. Le jour où vous travailliez. Alors moi, je peux vous dire que pour moi, à peine un pied dans la koya. Dans les chalis, dans les nids superposés. Les koyas, c'est des espèces de niches qui font 1,50 m sur 1,50 m. Et entre le plafond et le sol, il y a à peu près 60 cm. On ne peut pas être assis. Si vous êtes assis, vous avez la tête sur vos genoux. Mais uniquement, on est là-dedans que pour dormir. Et on est 6 devant une koya. La Blokova nous explique,
on ne pourra pas être 6 côte à côte, donc il y en aura 3 devant et il y en aura 3 derrière. Quand vous voyez, vous arrivez, vous êtes encore un être humain, vous voyez la couleur de la paillasse, vous voyez la couleur de la couverture, et quand vous touchez la couverture, moi, en plus, on ne s'est pas lavé pendant 3 jours et 3 nuits, donc je vais me coucher avec une femme qui ne s'est pas lavée, il n'y a que les pieds de celle qui est en face qui nous séparent, et c'est des pieds sales. Je croyais que je ne dormirais pas, surtout que je savais que j'avais envoyé papa et Gilbert à la mort. Eh bien, un pied dans la coya, j'ai même pas eu à sentir si la couverture me grattait. Je me suis endormie tout de suite. Et je ne me souviens pas avoir eu des insomnies dans la nuit. On était trop fatigués, on dormait tout de suite. Quand vous êtes à Libéry... J'ai tort de dire je dormais tout de suite. Oui, vous dites toujours c'est mon expérience à moi. Oui, mais oui, parce que je ne peux pas parler pour les autres. Il y en a qui ont eu différentes façons de réagir dans le camp. On a tous souffert de la même chose. Les coups des capots, les coups des Blokhova, le froid, la faim, ça c'est sûr. Mais le restant, c'est selon les personnes. Vous dites souvent, je n'ai plus rien ressenti, mais il y a quand même des moments où il y a des émotions qui remontent. Par exemple, quand vous visitez le camp des années après et que vous comprenez ce qui s'est passé dans la chambre à gaz, c'est-à-dire que la mort était beaucoup plus longue que ce que vous aviez cru. Et naturellement, pour moi, chambre à gaz, papa et Gilbert, c'est vrai, ils sont morts comme ça, mais ils rentraient et puis 3-4 minutes après, eh ben, il n'y a plus personne. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Et puis, je suis avec un groupe d'élèves, ils ont reconstitué une chambre à gaz, et on est devant cette chambre à gaz à Birkenau, et qu'est-ce qu'elle dit, la Blokhova ? La mort est rapide, 20 minutes. Mais moi, je croyais 3-4 minutes. Eh bien oui, je me suis trompée, c'est 20 minutes, mais ça a dû être terrible. C'est tout ce que je me dis, ça a dû être terrible. Quand on a été chercher les gens dans la chambre à gaz, les murs étaient ensanglantés, les gens étaient comme des poires, les plus costauds essayaient de grimper sur les épaules des autres en pensant qu'eux, en haut, échapperaient à ce manque d'air. Je pense que personne peut se rendre compte ce que c'est. On dû souffrir dans les chambres. Cette image-là vous a poursuivi. Oui. Vous avez toujours dit les choses très directement. Quand vous rentrez à la maison, en 45, oui, parce que je ne sais votre plus maman est là. Est-ce qu'elle vous attendait encore ? Un moment, j'oublierai jamais, parce que c'est un grand remords pour moi, ça. Maman est là, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, je sais que je ne pleure pas. Est-ce qu'elle pleure ou elle ne pleure pas ? J'en sais rien non plus. Qu'est-ce que vous lui dites ? Qu'est-ce qu'elle vous dit quand... Elle me dit, demain matin, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Mais comment peut-on lui donner des nouvelles de papa et Gilbert ? Mais on va lui raconter des blagues. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nouvelles ? Ils sont rentrés dans le camp, ils ont été directement à la mort. Donc, on va lui raconter des blagues. Alors, non, maman, tu n'auras pas de nouvelles de papa et de Gilbert. On les a gazés, on a brûlé. Pauvre maman. Comment ça se passe les premières années, les premiers mois, quand vous êtes de retour là à Paris ? J'ai tout de suite été... je ne suis jamais restée toute seule dans mon coin. Vos sœurs sont à là. Me rappeler ce qui s'était passé. J'ai la chance d'avoir des sœurs. Ce sont des jeunes filles. Elles ont été privées de plaisir pendant toute l'occupation
allemande. Les Juives, elles n'avaient pas le droit de faire ci, de faire ça. Donc là, maintenant, elles ont le droit de tout faire ce qu'elles ont envie de faire, et puis elles en profitent. En plus, on faisait les marchés, elles ont continué, elles ont pu refaire les marchés. Donc, malgré tout, il manque encore beaucoup de choses. La marque de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire vous allez quand même la nuit chercher dans les poubelles à manger. Hein. Tout à fait au début, quand j'ai vécu avec, que je suis revenue, mes sœurs se servaient dans leur assiette, et puis elles avaient plus faim, elles laissaient dans leur assiette. Et je leur faisais la guerre. Non, ne jetez pas la nourriture. Non, mangez jusqu'au bout. Alors, 2-3 jours, elles m'ont écouté, parce qu'après, elles prenaient un peu moins. Et puis, à un moment donné, quand même, écoute, Ginette, on sait que tu as souffert, mais tu sais, nous aussi, on a notre vie. Alors, sois gentille. Toi, fais ce que tu veux, mais nous, laisse-nous notre vie, laisse-nous vivre. Et je les voyais, elles jetaient la nourriture. Eh bien, moi, la nuit, je me levais, j'allais à la poubelle et je mangeais ce qu'elles avaient jeté. Ça fait que j'ai beaucoup grossi. De 26 kilos que je pesais, un mois après, j'en faisais 50. Et puis, un an après, j'étais vraiment énorme. La première fois que vous vous êtes vu dans un miroir après Birkenau, c'était quand exactement? Vous avez ça en tête? Quand je suis rentrée à la maison. Pas avant? Pas avant, non. J'avais pas eu l'occasion de... J'étais à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a pas donné de miroir. Et il a fallu que j'arrive à la maison pour me regarder dans la glace. Et c'est là que j'ai eu peur. Et ça, vous avez souvenir de ça, de vous, dans la glace? Plutôt. Et puis, même si j'ai pas souvenir de moi exactement, et j'ai des documents où on voit les déportés survivants. On était des squelettes. Je pèse 26 kilos. Les 26 kilos, ce sont mes os. Moi, je peux dire, si maintenant je pèse 70 kilos, j'ai qu'à enlever les 26 kilos, le reste, c'est de la graisse. On ne peut pas réaliser, et moi-même non plus, je ne réalise pas. Ginette Kolinka, des collabos vous ont dénoncé. Après, ils avaient votre appartement. Je me rappelle, j'étais chez vous, vous disiez même la table où on est. Et ceux qui occupaient notre appartement, c'était des collaborateurs. Ils avaient fait de notre appartement un bureau d'embauche pour envoyer les jeunes travailler en Allemagne. Ces collabos ont été arrêtés et ce sont mes sœurs qui ont récupéré l'appartement. Mais l'appartement qu'elles ont récupéré avec les meubles, ce ne sont pas du tout les meubles que nous avions. Rien ressemble. Est-ce qu'on peut pardonner? Ah là, je vais vous sauter dessus. Parce que quand on me parle, ce mot-là, mais comment peut-on penser à proposer, à poser ce mot-là? Mais vous ne vous rendez pas compte, on a tué vos parents, on a tué vos enfants, on a tué vos amis, et quelle façon et ça serait trop simple, alors. Toi, tu tues, tu fais des méchancetés. Pardon, je ne recommencerai plus. Mais pardon, moi, je voudrais que tous ceux qui ont mal agi pendant cette guerre, mais ne dorment pas tranquillement dans leur lit. Non, moi j'aimerais les voir souffrir comme ils ont fait souffrir ceux qu'ils ont dénoncés. Là, je suis méchante. De quelle façon vous pensez à la mort aujourd'hui? J'en parle beaucoup, je l'attends, mais quand elle sera là, qu'est-ce que ce sera? Cette personne n'est revenue pour nous parler comment c'est. On doit pas être mal là-haut, mais on ne sait pas. Ça veut dire quoi, je l'attends? Pourquoi vous dites je l'attends? Je suis déjà 100 ans, et 8 mois, c'est déjà pas mal. Moi, je n'ai pas envie d'avoir 120 ans. Et vous êtes en forme? Comment? Vous êtes en forme? Mais je suis très en forme. Mais j'oublie même que je suis si vieille. Parce que dans ma tête, je ne le suis pas du tout.
Les jambes, elles ne veulent plus marcher, mais ma tête, elle marche bien. Hein. Vous vous amusez, hein, vous aimez la vie, vous aimez manger. Ouais, ben oui, moi j'aime ce qui est bon. Hein. Hein, et vous rigolez beaucoup. Bah, oui, j'aime bien rire. Alors on me dit, comment ça se fait, vous souriez tout le temps? Ah c'est un peu normal. J'ai des dents, je les ai payées cher, il faut bien que je les montre. Hein. Est-ce qu'il y a une revanche pour vous? Est-ce que des fois vous vous dites, survivre, ça a été une forme de revanche? Non, c'est ce qu'on me dit, mais j'ai jamais pensé ça. Hein. Mais j'ai jamais pensé à vivre, j'ai jamais pensé à mourir. J'ai vécu, ça se fait tout seul. Voilà, il y a quelque chose sur ma tête qui doit me guider. Et tant mieux, merci, elle me guide bien. Ouais. Vous êtes croyante? Oh non, pas du tout. Si je l'étais, je peux vous dire que j'aurais perdu la croyance. Non, je vais pas dire comment peut-on croire en Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Mais bon, pour certains, certainement que c'est bien. Au moins, ils acceptent toutes les souffrances en disant c'est lui qui l'a voulu. Mais moi, je dis lui, s'il était là, comment peux-tu accepter que tu as des enfants qui souffrent, que des gens aient faim dans le camp? Vous savez, il y a une blague, c'est au paradis, il y a deux survivantes et elles se rappellent les souvenirs et elles sont là en train de rire et Dieu passe. Vous n'avez pas honte de rire de ce qui s'est passé dans des endroits aussi durs. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu n'étais pas là. À la maison, on n'a jamais été pratiquant. Pâques, où on ne doit pas manger une miette, on ne doit pas avoir une miette de farine dans quoi que ce soit. Maman respectait ça parce qu'elle en profitait pour faire un ménage terrible. Mais par contre, à table, il y avait le pain et il y avait le pain azime. On aimait les deux. Hein. Pour votre enterrement, plus tard possible, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous avez écrit des volontés? Mes enfants feront ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, s'ils veulent... Alors, ça fait hurler mes copines, la crémation. Je ne suis pas contre. T'es folle, tu as échappé à... Mes enfants, je ne suis pas contre. Mes enfants font ce qu'ils veulent. Mais je veux qu'on pleure. Et je veux qu'on rie. Alors, j'ai une amie, elle chante à la perfection. Alors, je veux qu'elle chante, parce que quand elle chante le chant des partisans, elle le chante avec ses tripes. Mais je veux aussi qu'elle chante à la Bastille. Et je me vois dans ma petite tête, tout le monde pleurait, puis d'un seul coup, à la Bastille. Et vous voyez la scène? Voilà, je vois la scène. Vous êtes une maman, Ginette Kolinka. Je me rappelle avec beaucoup d'émotion. Je suis une maman. Quand vous rappelez votre fils, maman, Richard Kolinka, et le batteur, et que il regarde votre numéro, hein, votre tatouage. Je suis pas une gentille maman. Je suis pas une mère poule. J'ai jamais chouchouté Richard. Je ne l'ai jamais battu non plus. Jamais, jamais, même s'il l'avait mérité. Ah non, j'ai trop été battu moi-même. Jamais. Hein. Mais il a 4 ans à peu près. Et ce numéro, ça l'intrigue. Je n'ai pas un enfant de 4 ans, je ne vais quand même pas lui raconter tout ce que j'ai... Il y a eu la guerre, il y avait des gens qui étaient très méchants. J'ai subi leur méchanceté. Plus tard, tu seras plus grand, je te raconterai. Et puis plus tard, plus grand, il l'a appris par d'autres copains. Et puis, il voyait à la maison peut-être j'avais tous les livres sur Auschwitz, Birkenau. Il a appris tout ça. Alors, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, on est à la Toussaint, et mon fils me décide, avec ma belle-fille, on est tous là. On va à Birkenau. Mais non, on ne peut pas aller à Birkenau comme ça. Moi, je pensais que ce n'était pas avec le mémorial. Et puis le mémorial, il prépare ses voyages longtemps à l'avance. Non, on ne peut pas y aller comme ça. Mais ma belle-fille me dit, mais il n'y a pas de question de mémorial. On va aller... Et alors, elle a pris le billet elle-même. Et j'ai pu... Et alors, quand j'étais dans le camp, quelle attitude je vais avoir
moi, j'ai pas envie de pleurer, mais que c'est gênant d'être la victime. J'étais mal à l'aise. Mais en fin de compte, on a visité quelques baraques, celles où je trouve que tout le monde doit voir, c'est comment des êtres humains ont traité d'autres humains, c'est-à-dire celles où il y a les toilettes, où vous avez des salles avec un bloc qui traverse la salle, et puis ce bloc, il est traversé de trous, et vous faites vos besoins côte à côte, dos à dos. Les nazis ont cherché tout ce qui pouvait nous avilir, nous humilier, la nudité. Mais même tout ça, on ne peut pas le transmettre, ça. Et pourtant, vous le transmettez aux élèves dans les classes, ils vous écoutent. Je transmets. Surtout, ce que je transmets, c'est que ce qu'on a de critiquer les gens qui ne sont pas comme nous. T'es pas comme moi, ça veut dire que t'es moins bien que moi. Non, pas du tout. Il est comme toi. Mais seulement, vous avez des cultures différentes. Moi, en tant que juive, je fais ci, je fais ça. Toi, en tant que catholique, tu fais ci, tu fais ça. Mais en réalité, la base, on est des êtres humains avec un nez, une bouche, des oreilles, comme tout le monde. Et c'est ça que je voudrais faire passer, c'est que on ne peut pas aimer tout le monde, mais on doit accepter tout le monde. Alors, quand je vois que je parle devant des classes où il y a 100, 130 élèves, eh bien, sur les 100, 130 élèves, il y en aura peut-être que 30 qui auront compris et le mettront en pratique. Ça sera ces 30, ça fera des petits. Merci Ginette Kolinka. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous aimez qu'on vous souhaite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Eh bien, de bien manger. Oui, décidément. Alors, merci Ginette Kolinka. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. D'abord, vous m'avez fait passer un moment très agréable. J'ai revécu les choses que je vous racontais. Mais je les revis pas d'une façon tragique. C'est assez bizarre. Je ne sais pas expliquer. Je raconte l'histoire de quelqu'un, alors que ce quelqu'un, c'est moi. Je ne vais pas aller voir des psys pour demander pourquoi c'est comme ça. Merci beaucoup. Pas de quoi.